Dans les plus sombres recoins de l'esprit, il existe une prison dans laquelle les détenus ignorent qui ils sont. Certains ne savent même pas combien ils sont. C'est une prison dont on peut difficilement s'évader. Les gens atteints de dédoublement de la personnalité sont souvent dépressifs et suicidaires. Leur personnalité change et ils ont de fréquentes pertes de mémoire. Pendant des décennies, ils ont été incompris et leur maladie souvent mal diagnostiquée. Aujourd'hui encore, on comprend difficilement ce qui pousse l'esprit à se fractionner en de multiples personnalités distinctes, alors qu'il ne devrait y en avoir qu'une. Le dédoublement de la personnalité se développe habituellement dès l'enfance, mais les symptômes ne deviennent apparents que beaucoup plus tard. Les autres personnalités font généralement surface à la suite d'une expérience traumatisante. Gary, 40 ans, est propriétaire d'une ferme laitière au Wisconsin. Par une froide matinée d'hiver 1988, il s'assoit sur son lit et pose un regard vide sur la femme avec qui il est marié depuis plus de 20 ans. Gary s'est réveillé en regardant autour de lui avec l'expression de quelqu'un qui ne sait pas où il est. J'étais en état de choc. Ce n'était pas Gary, c'était quelqu'un d'autre. La voix de Gary est plus légère, plus douce, et ses gestes plus féminins. Sa femme Catherine devient de plus en plus inquiète. Au lieu de revêtir ses propres vêtements, Gary, ou cet inconnu, a fouillé dans mes affaires et s'est habillé avec mes vêtements. Il fallait que cette personne, que Gary, quitte la maison. Nous avons tourné en rond en voiture toute la journée. Gary dit à Catherine qu'il ne la connaît pas, ni aucun de leurs 6 enfants. Il affirme qu'il est une femme prénommée Mary. Je me suis dit que Gary était devenu fou, complètement cinglé. Ce n'était pas Gary. Cette personne ne connaissait pas les enfants, ignorait tout de notre vie. Elle était complètement perdue. L'homme auquel Catherine a uni sa vie est un homme vaillant, qui l'aime, ainsi que leurs enfants. Cette personne n'est pas l'homme qu'elle a épousé 20 ans plus tôt. Lorsque Catherine et Gary étaient de jeunes nouveaux mariés, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient dans la vie. Une grande famille et une petite ferme laitière. Les premières années passées avec leurs enfants sont tout ce dont ils avaient toujours rêvé. Je me souviens de nos pique-niques qu'on faisait et des parties de football devant la maison parce que mon père aimait ça. Mais mes meilleurs souvenirs sont ceux de nos moments passés ensemble, tout simplement, en famille. Leur vie idyllique est brisée lorsque leur fille aînée, une enfant vive, prénommée Chrissy, est atteinte d'un cancer au cerveau. Les médecins annoncent à Gary et à Catherine qu'il ne reste à Chrissy que quelques semaines à vivre. Chrissy fait mentir les médecins en survivant à l'opération. Elle s'accroche à la vie. Mais la lutte n'est pas terminée. Gary et Catherine consacrent la majeure partie de leur temps à prendre soin de leur fille aînée. Les factures médicales s'accumulent et leur ferme fait faillite. En 1978, ils sont obligés de louer une petite maison à Platteville, au Wisconsin. 4 ans plus tard, Chrissy développe une pneumonie et elle est amenée d'urgence à l'hôpital. Gary veille toute la nuit devant la porte de sa chambre. Tôt le lendemain matin, Chrissy est victime d'un arrêt cardiaque complet au cours d'une procédure visant à lui insérer un moniteur cardiaque. Gary assiste impuissant aux vains efforts des médecins pour la ressusciter. Chrissy meurt. C'est comme si quelqu'un vous donne un coup de couteau, puis continue d'enfoncer la lame. On ne peut imaginer quelque chose d'aussi horrible. On croit que c'est à ce moment précis que la personnalité de Gary a commencé à se dissocier. Cette tragédie laisse un grand vide dans la vie de Gary et de Catherine.
Catherine trouve un peu de réconfort dans ses livres, alors que Gary semble vivre un changement radical de personnalité. À 36 ans, Gary devient obsédé par l'idée de devenir médecin. Mais il n'a jamais été premier de classe car il souffre de dyslexie. Ces transformations chez leurs parents laissent les enfants perplexes. Après la mort de Chrissy, je me souviens que maman était souvent dans sa chambre et que papa était sorti soit pour chercher du travail, soit parce qu'il était à l'école. La famille survit ainsi pendant 5 ans jusqu'à ce que Gary obtienne son diplôme. Mais il s'apprête à affronter une seconde tragédie qui sera la goutte de trop. Catherine apprend de son médecin qu'elle est atteinte d'un cancer incurable aux ovaires. Le diagnostic est inexact. Catherine ne court aucun danger. Mais Gary ne peut accepter la possibilité que le cancer emporte également sa femme. Quelque chose en lui se brise. C'est à ce moment que Gary a commencé à changer. En revenant de l'hôpital, j'étais au 7e ciel. J'étais en parfaite santé alors qu'on m'avait annoncé que j'allais mourir. Les médecins s'étaient trompés. J'ai eu une sorte de crise. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain matin, Catherine se réveille aux côtés d'un étranger. Cette personne dit s'appeler Mary. Catherine, qui se méfie maintenant des médecins, n'amène pas son mari voir un psychiatre. S'il n'y avait pas eu la tragédie avec Chrissy et si je n'avais pas moi-même été récemment malade, j'aurais fait les choses différemment, mais j'avais peur des médecins. J'aurais dû l'amener immédiatement à l'hôpital. Après une semaine passée dans la confusion totale, Gary quitte la maison. Il déménage à Milwaukee, déniche un appartement, se trouve un emploi et débute une nouvelle vie en tant que femme. Par la suite, Gary prend une nouvelle personnalité, celle d'un bébé. C'est à ce moment que son étrange maladie est diagnostiquée. Une famille du Wisconsin a perdu un père par une froide journée de février 1988. Ni la mort, ni le divorce n'en sont la cause. Il s'agit d'un cas de dédoublement de la personnalité qui n'a pas été diagnostiqué. Gary quitte la maison en soutenant qu'il est une femme prénommée Mary. Il déménage à Milwaukee où il se trouve un emploi d'opérateur d'équipement lourd. Tous ses nouveaux amis croient qu'il est véritablement une femme. C'était une femme imposante, tout simplement. Elle avait les cheveux bien coiffés, elle était maquillée, ses ongles étaient vernis. Elle avait une attitude charmante, réservée et très féminine. Cependant, la petite ville qu'elle a quittée n'est pas prête à accepter sa mystérieuse transformation. Ses voisins affirment qu'il est devenu un travesti, ou alors qu'il a perdu la raison. Catherine se tourne vers son église catholique, mais on lui ferme la porte. Les gens de mon groupe de prière à l'église m'ont renié. Nous étions devant le tabernacle et l'un d'entre eux m'a dit « Nous t'interdisons de prier avec nous ». Et j'ai pensé « Oh mon Dieu ». Catherine se voit contrainte au silence. Comment parler d'une telle chose? Comment les enfants peuvent-ils dire aux voisins et à leurs amis que leur père est parti et qu'à sa place, il y a cette personne qui porte une robe? Je mentais à tout le monde. Je disais que Gary était à Milwaukee. Quand des gens de Milwaukee appelaient, je disais qu'il était ailleurs. 3 mois après le départ de Gary, des chèques et des lettres amicales demandant des nouvelles des enfants arrivent à la maison. Elles sont signées Mary. Une partie de Mary commençait à admettre le fait que nous étions une famille. Elle m'appelait ma sœur. Mais Catherine ne comprend toujours pas ce qui est arrivé à son mari. Gary, qui vit maintenant en tant que Mary, est également confus. Il consulte une psychothérapeute. Elle est venue dans la clinique et initialement,
Elle m'a parlé d'un problème d'identité sexuelle. L'homme qui dit s'appeler Mary explique à sa psychothérapeute qu'il ne comprend pas pourquoi il a des organes sexuels masculins. Des évaluations psychologiques révèlent qu'il a d'importants trous de mémoire. Il ne se souvient absolument pas de sa vie avant ce matin fatidique où il s'est réveillé aux côtés de son épouse, Catherine. À ce moment-là, je lui ai demandé si elle pouvait amener un membre de la famille pour discuter avec nous, surtout que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Mary décide de ne pas revoir la thérapeute, mais continue de communiquer avec Catherine. Catherine, qui veut désespérément conserver un lien avec son mari, devient la meilleure amie de Mary. Au bout de 2 ans, Catherine convainc Mary de venir vivre avec elle et les enfants. Elles achètent une vieille ferme plutôt délabrée ainsi que quelques vaches laitières. Les enfants acceptent d'appeler leur père Tante Mary, mais cet arrangement a des conséquences désastreuses. Je hurlais pour ne pas aller à l'école. Le directeur disait que mon père était fou et que je ne réussirais jamais rien. Je pleurais beaucoup à cette époque parce que je ne voulais vraiment pas y aller. Les gens étaient très méchants avec moi. Ils vivent ainsi 3 années très difficiles. Abandonnée par sa famille et ses amis, Catherine cherche désespérément une réponse. Elle convainc Mary de retourner voir sa psychothérapeute, Gretchen Fink. Catherine l'accompagne. Catherine m'a raconté ce qui se passait réellement. J'ai commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une crise d'identité sexuelle, mais bien de quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre est devenu très clair un matin alors que Gary, ou Mary, travaille autour de la ferme. Un accident électrique bizarre lui fait perdre conscience. Elle a ouvert les yeux et j'étais à nouveau devant un étranger. Elle avait encore ce regard perdu. L'homme de 47 ans peut à peine parler et marcher. Gary n'est plus Mary. Il agit maintenant comme un nourrisson. Catherine appelle Gretchen Fink qui l'implore d'amener Gary de toute urgence à l'hôpital. Catherine refuse d'abord, mais accepte lorsque Fink consent à les rejoindre là-bas. Je suis entrée dans la pièce, et cette personne que je connaissais depuis 5 ans m'a regardée comme si elle ne m'avait jamais vue auparavant. C'est à ce moment que j'ai commencé à penser à un cas de personnalité multiple. Une personne doit avoir au moins 2 personnalités distinctes pour être reconnue comme un cas de dédoublement de la personnalité. Avec l'apparition de la personnalité infantile, il est maintenant possible de dire ce qui arrive à Gary. C'est un soulagement pour la famille, mais Gary n'en est pas guéri pour autant. Ils prennent soin de lui comme d'un bébé. Il boit dans un biberon et mange de la nourriture pour bébé. Puis un matin, 8 semaines plus tard, Gary revient aussi mystérieusement qu'il était parti. Après 6 ans et demi sans pouvoir parler à Gary ni même le voir, il est réapparu. La dernière chose dont il se souvient, c'est d'être à l'hôpital regardant sa fille Chrissy mourir. J'ai dit, ils ont tué Chrissy. Elle était à l'hôpital et des médecins résidents sont venus sans permission pour lui poser une cathode cardiaque. Ils sont venus au milieu de la nuit et l'ont mise en arrêt cardiaque. J'ai perdu la raison. Quand j'ai vu mes enfants pour la première fois, je n'en revenais pas de voir à quel point ils avaient grandi. Je ne les connaissais plus. On a dû se réapprivoiser. 2 mois après son retour, Gary et Catherine renouvellent leurs vœux de mariage. Bien qu'il soit conscient qu'il souffre d'un dédoublement de la personnalité, Gary se sent tout de même coupable d'avoir passé tout ce temps loin de sa famille. J'ai l'impression d'avoir failli à mon devoir en n'étant pas là pour mes enfants. J'ai abandonné Catherine aussi, mais je n'y peux rien. Mon corps s'est scindé en 2, en 3, je ne sais pas, et c'est très difficile.
Le dédoublement de la personnalité est l'une des plus mystérieuses maladies de l'esprit. Dans le cas de Gary, qu'est-ce qui a pu le pousser à adopter ces personnalités différentes? Quelle est la cause de sa maladie? Aussi étrange que cela puisse paraître, les psychiatres disent que les gens développent des personnalités parallèles à la suite de traumatismes graves ou en réponse au stress. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Les gens exposés à beaucoup de stress disent souvent avoir l'impression d'être sur le point de s'effondrer. Ils ont le sentiment d'être hors d'eux-mêmes. Je crois qu'ils décrivent réellement ce qui se produit quand ils sont soumis à un grand stress. Ils ont l'impression d'être fragmentés et ne parviennent pas à se regrouper pour fonctionner en tant qu'être unique. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas à cette maladie, mais un fait demeure. Toutes les personnes qui en sont atteintes ont subi un quelconque traumatisme de manière répétitive au cours de leur enfance. Dans le cas de Gary, selon son épouse, il a été maltraité physiquement quand il était enfant. Et comme dans la majorité des cas, ce désordre mental ne s'est révélé qu'à l'âge adulte et à la suite d'une expérience traumatisante. L'horreur d'avoir assisté à la mort de sa fille a probablement poussé Gary à se dissocier du monde adulte. Aujourd'hui, non seulement Gary ne se souvient pas des 6 années vécues en tant que Mary, mais il ne garde aucun souvenir du temps passé à l'université. C'est une perte de mémoire de près de 11 ans. En adoptant une autre personnalité, ils oublient le stress ou le traumatisme et n'ont donc pas besoin d'y faire face. C'est le système de défense par excellence. Il est impossible de dire pourquoi Gary a décidé de revenir au moment où il l'a fait. Son psychologue dit que, inconsciemment, Gary s'est à nouveau senti en sécurité et a décidé de refaire surface. Pour le moment, les personnalités parallèles de Gary reprennent le dessus chaque fois qu'il est confronté à une situation de stress. Sa famille affirme être prête à l'accepter. Mary et le bébé font partie de lui. Je les aime tous les trois. Je préfère papa, mais on doit l'accepter. Je ne veux pas espérer que quelque chose se produise pour que Mary ou le bébé disparaissent et qu'il redevienne lui-même, parce que ce ne serait pas réaliste. C'est un véritable enfer, car je ne sais jamais ce que la prochaine heure ou la prochaine minute me réserve. Parfois, ça devient terrifiant. L'histoire d'une jeune femme qui a frôlé la mort lorsque son autre personnalité a tenté de se suicider. Le dédoublement de la personnalité est difficile à déceler parce que souvent, les médecins font un mauvais diagnostic. Les patients passent des années dans le système de santé mentale à lutter contre la dépression, les tendances suicidaires et l'abus d'alcool ou de drogue. C'est une vie de tourment et de désespoir. Lorsqu'elle atteint l'âge de 16 ans, Valerie Durkin est toxicomane et alcoolique. Son enfance, passée à Philadelphie, a été marquée par la violence et les traumatismes. Valérie a toujours eu l'impression d'être en conflit avec ses demi-sœurs et sa mère alcoolique. C'était terrifiant. Les disputes éclataient de manière imprévisible. Je ne pouvais jamais dire qui avait raison, si c'était ma mère ou si c'était mes demi-sœurs. Mes demi-sœurs étaient méchantes avec moi quand j'étais petite et ma mère était toujours saoule. J'étais très confuse. Valérie tente de faire face aux démons qui la hantent en assistant aux réunions hebdomadaires des AA et en consultant un psychothérapeute. Rien ne semble y faire. Elle commence à avoir des trous noirs et des pertes de mémoire. Puis, sans crier gare, une nouvelle personnalité fait surface et met sa vie en danger. Valérie se souvient clairement être entrée dans un petit placard et s'être blottie peureusement dans le coin. Elle ne se souvient pas avoir avalé 60 comprimés de la pharmacie de sa mère. Valérie dit qu'elle se sentait comme une petite fille. Je me sentais toute petite et j'avais très peur. J'ai commencé à demander à Dieu de me pardonner et à lui dire que je ne le ferais plus. Je ne voulais pas mourir et je ne savais absolument pas pourquoi j'étais dans le placard. Sa mère la trouve et l'amène d'urgence à l'hôpital, lui sauvant la vie. Valérie rentre à la maison. Elle parvient à compléter son secondaire ainsi que 2 années d'université avant d'appeler de nouveau à l'aide.
Elle se rend dans une clinique de santé mentale en Arizona. On la déclare maniaco-dépressive et on lui prescrit de nombreux médicaments. Ces derniers lui embrouillent l'esprit et la rendent encore plus dépressive. Malgré tout, dès qu'on lui donne son congé, Valérie retourne avec joie à l'université de Philadelphie. Cette fois, elle s'épanouit et parvient à demeurer sobre. J'aimais ça, j'aimais la structure, les défis, les délais stricts et toute cette rigueur. J'ai été très heureuse pendant quelques années. Mais vers la fin de sa dernière année, la personnalité de Valérie connaît un changement radical. Laura de bibliothèque, comme elle aimait s'appeler, perd soudain tout intérêt pour l'école et commence à sortir et à revenir très tard la nuit. Une amie d'université remarque ces changements de personnalité, mais les attribue à des sautes d'humeur. On ne se voyait pas pendant des mois ou des semaines, puis soudain elle réapparaissait et était une personne différente. Elle s'impliquait dans des choses différentes, avait des goûts différents, des amis différents et même un style vestimentaire différent. Un soir, Valérie se sent d'humeur sociable et décide d'aller danser avec une amie. Brusquement, en plein milieu d'une soirée jusque-là agréable, elle devient inexplicablement suicidaire. Je suis sobre, je n'ai pas bu. Nous sommes dans le club et je déclare soudainement que je veux m'ouvrir les tripes, mais je ne veux pas mourir. Mon amie me dit qu'elle ferait bien de m'amener à l'urgence. Valérie se comporte d'abord comme une petite fille à l'urgence. Puis, la Valérie adulte refait surface. Le médecin lui demande si on l'a déjà diagnostiquée comme souffrant de personnalité multiple. Elle répond non. Je lui dis qu'il n'y a personne d'autre en moi. Je ne savais pas qu'elle venait tout juste de parler avec mes autres personnalités. Un psychiatre de Philadelphie rend un diagnostic de dédoublement de la personnalité peu après cet incident. Elle passe les 3 années suivantes dans un programme intensif pour patients externes. Mais à la fin du programme, Valérie est plus sujette que jamais à la dissociation. En fait, au cours de l'année et demie suivante, environ 50 personnalités distinctes se révèlent à son psychiatre. Par l'hypnose, des souvenirs d'enfance ou expériences horrifiantes et cultes sataniques se côtoient, refont surface. Un après-midi, alors qu'elle fait le ménage dans son appartement, Valérie découvre un journal et des dessins appartenant à ces personnalités parallèles. Ce qu'elles ont écrit et les images horrifiantes qu'elles ont dessinées la terrifient. Son état s'aggrave et Valérie devient persuadée qu'elle a besoin d'une nouvelle forme de traitement. Maintenant âgée de 26 ans, Valérie se rend à l'hôpital Charter de Dallas en quête d'une cure. Les médecins concentrent leurs efforts sur ses problèmes actuels plutôt que sur ceux de son passé. Au début, Valérie ne croit pas être atteinte de dédoublement de la personnalité. Elle demande donc que ces séances soient enregistrées. On voit ici l'une de ses personnalités exprimer des émotions trop longtemps refoulées. Dix minutes plus tard, une petite fille terrorisée prend le contrôle. La séance se termine au bout de 45 minutes. Un moment décisif dans la thérapie de Valérie survient lorsque son médecin s'aperçoit que les souvenirs de culte satanique de Valérie sont de faux souvenirs, introduits lors de séances d'hypnose précédentes. Cette constatation lui permet de se concentrer sur les vrais abus dans son enfance qui l'ont poussé à se dissocier. Le cas de Valérie démontre 2 facteurs importants. D'abord, les graves problèmes dont elle a souffert dans son enfance ont causé ces problèmes de dissociation et de multiples personnalités. Ensuite, on voit comment la thérapie peut amplifier le problème en créant des faits qui n'existent pas.
18 mois plus tard, la barrière entre ces diverses personnalités commence à s'effriter. Ce processus appelé intégration peut être long et douloureux. Guérir du dédoublement de la personnalité est comme suivre une cure de désintoxication pour un alcoolique. Il faut vraiment le vouloir, travailler très fort et faire face à beaucoup de douleurs et de conflits. Si le patient est prêt à le faire, il a une chance de guérir. Valérie n'est pas entièrement guérie. Ses personnalités ne sont pas toutes intégrées. Mais les médecins disent que ses progrès sont prometteurs. Comment Valérie et les autres personnes souffrant de dédoublement de la personnalité peuvent-elles intégrer autant de personnalités et devenir une personne unique? Je crois que c'est une question de confiance. Il faut se convaincre que l'on vit dans un monde bienveillant, se sentir lié aux autres et avoir un sentiment d'appartenance à la communauté. Je crois que pour les gens atteints de dédoublement de la personnalité, c'est encore plus difficile que le processus d'intégration. Pour un patient atteint de dédoublement de la personnalité, la guérison repose, en quelque sorte, sur son psychiatre. Dans le cas de Valérie, sa thérapie l'a incité à croire à des souvenirs faux et exagérés qui n'ont fait qu'aggraver son mal. Quand un médecin ne parvient pas à faire la différence entre les divagations du patient et la réalité, la thérapie peut rendre le patient encore plus perturbé. Ce qui est intéressant, c'est que si les thérapeutes ne sont pas plus consciencieux, les avocats vont se charger de les remettre sur le droit chemin. C'est ce qui se produit en ce moment. Beaucoup de patients ou de proches poursuivent des thérapeutes suite aux conséquences malheureuses d'un traitement inadéquat. Lorsque Valérie a recommencé à se sentir en sécurité, à se concentrer et à faire face au présent, son état s'est amélioré. Il faut savoir tourner le dos aux anciennes tragédies et accueillir le silence. C'est difficile pour quelqu'un qui a survécu au chaos et qui a toujours été sur ses gardes. Le silence et le calme peuvent être très effrayants. Cela fait partie de la convalescence. La véritable femme derrière le livre et le film Les Trois visages d'Ève a vécu avec une personnalité multiple pendant plus de 40 ans. Chris Sizemore, épouse, mère, artiste consacrée et conférencière, souffre de dédoublement de la personnalité depuis plus de 45 ans. Aujourd'hui, elle est complètement guérie et son cas est le plus célèbre de toute l'histoire médicale. Sa douloureuse expérience a inspiré le livre Les Trois visages d'Ève, ainsi que le film, récipiendaire d'un Oscar, qui a mis en vedette Joanne Woodward en 1957. Ce film est réalisé en 1953 par son psychiatre, le Dr Corbett Tinkpen. À cette époque, on ne connaît que très peu de choses sur le dédoublement de la personnalité. Le film présente les premiers combats de Chris contre sa maladie mentale. Do you want to go on in yourself? Why not? Because it isn't normal to be like this. La saga de Chris Sizemore débute après avoir été témoin d'événements traumatisants dans son enfance. Nous sommes en Caroline du Sud pendant la Grande Dépression. D'abord, à l'âge de 2 ans, elle voit le corps d'un homme noyé qu'on extirpe d'une rigole. Quelques semaines plus tard, dans une scierie, elle est le témoin infortuné d'une scène où un homme est coupé en deux. Après ces 2 événements, il s'en produit un 3e, où sa mère est impliquée dans un accident. Chris affirme que c'est ce dernier événement qui a provoqué l'apparition de ces personnalités parallèles. J'ai vu ma mère se couper le bras profondément. Elle m'a demandé d'appeler mon père, mais je suis allée dans mon lit et j'ai caché ma tête sous mon oreiller. J'ai alors vu une autre petite fille aller chercher papa. C'est la première fois que je me souviens avoir quitté mon corps pendant que quelqu'un d'autre prenait le contrôle. À partir de ce moment, les différentes personnalités de Chris contrôlent sa vie, chacune jouant un rôle différent. Les émotions intenses étaient assignées à des personnalités spécifiques. Chacune d'entre elles avait un nom et un caractère distinct sous lesquels elles se sont fait connaître des autres au cours de leurs diverses interactions. Dès sa plus tendre enfance, les personnalités de Chris commencent à se manifester par groupes de 3.
la bonne petite fille, la méchante et l'indifférente. En 1940, son mal ne peut être identifié. Sa famille et ses amis imaginent que son problème n'est en fait qu'une fâcheuse tendance à mentir et à exagérer. Chris est tenue à l'écart par ses pairs tout au long de l'adolescence. Elle abandonne ses études secondaires parce qu'un trop grand nombre de ses personnalités n'aiment pas l'école. À l'âge de 21 ans, elle devient épouse et mère. Des signes évidents de sa maladie deviennent apparents très tôt après son mariage. Elle devient un danger pour elle-même, mais également pour sa petite fille, Taffy. Les situations de stress donnent naissance à de nouvelles personnalités. Un jour, alors que la petite Taffy, qui a alors 4 ans, pleure, Chris prend le cordon d'un store vénitien et tente d'étrangler l'enfant. Son mari intervient à temps. Chris est désorienté et affirme n'avoir aucun souvenir de ce qui vient de se produire. Cet incident convainc Chris de se rendre à un hôpital à Augusta, en Géorgie. C'est là que le docteur Corbett Thigpen en vient rapidement à la conclusion qu'elle possède 3 personnalités distinctes. Il les nomme Eve White, Eve Black et Jane. Eve White est l'épouse et la mère. Elle est très puritaine et extrêmement religieuse, contrairement à Eve Black, qui aime danser, chanter, boire et s'amuser. Quand Jane a fait son apparition, elle était plus mature et plus intellectuelle que les 2 autres. En moins d'1 an de thérapie, ces 3 personnalités fusionnent et ses médecins la croient guérie. Entre-temps, Chris a divorcé, s'est remarié et a déménagé au Tennessee. Son cas fait l'objet d'une étude de 3 ans. En 1957, le docteur Thigpen transforme ses recherches en un best-seller, Les 3 visages d'Ève, qui est également adapté pour le grand écran. Cela permet au public de découvrir cette maladie inconnue. Chris n'en tire aucun avantage financier et demeure anonyme. Dans le film, tout est bien qui finit bien. Mais pour Chris, la réalité est tout autre. De nouvelles personnalités font surface et elle recommence la thérapie. Entre-temps, sa famille doit vivre avec ses diverses personnalités. Je savais que chacune des personnalités de ma mère faisait partie d'elle. La dame pourpre était ma préférée. Elle était très maternelle et protectrice envers moi. Et puis il y avait la fille aux fraises. Elle était stupide, snob, vulgaire, insolente et impolie. Je ne voulais rien savoir d'elle. Chez plusieurs personnes atteintes de dédoublement de la personnalité, il n'y a pas que les habitudes, les manies et les façons de penser qui diffèrent. Dans certains cas, on note des différences physiologiques. Au fil des ans, la famille de Chris demeure à ses côtés et lui offre son soutien. Dès le début, nous étions déterminés à y faire face en famille et à aider maman. Nous voulions que ça cesse et que les choses s'arrangent. Mais parfois, on avait l'impression que ça ne finirait jamais. En 1974, après plus de 20 ans de thérapie, Chris a une révélation. Elle se rend compte qu'elle est finalement capable de contrôler sa vie. Brusquement, c'est l'illumination. Venue de nulle part, je savais ce que je devais faire. Je devais devenir un être responsable et arrêter de passer d'une personnalité à l'autre. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'être comme tout le monde. L'intégration sous-entend d'absorber et de revivre les souvenirs de toute une vie. Finalement, l'esprit de Chris lui envoie un signal qui lui indique que le processus d'intégration est presque terminé. J'ai fait un rêve où toutes mes personnalités étaient présentes, vêtues de longues robes blanches, puis elles sont parties l'une après l'autre. Après l'intégration, la famille doit faire quelques ajustements. On a passé plusieurs mois à marcher sur des œufs parce que pour la première fois, notre mère était normale. Je n'avais pas l'impression qu'ils étaient mes enfants. Je les connaissais, mais je n'avais jamais développé les sentiments et l'amour que l'on éprouve normalement pour ses enfants. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Chris Sizemore a vécu près de 25 ans avec une seule personnalité.
Je sais que je suis la somme de ces 22 personnalités, mais aujourd'hui je suis plus que ça. Au cours des 25 dernières années, je suis devenue une personne à part entière. Selon les psychiatres, l'un des aspects les plus difficiles du processus de guérison est l'intégration. La fusion des différentes personnalités en une seule. Qu'est-ce qui a rendu ce processus particulièrement difficile pour Chris? L'un des aspects les plus communs et les plus difficiles de l'intégration est le sentiment de tristesse, un peu comme lorsqu'on perd un très bon ami. Chez plusieurs patients atteints de cette maladie, certaines personnalités voient l'intégration comme une mort, comme la fin de leur existence. Malheureusement, il n'y a aucune garantie qu'après l'intégration, il n'y aura plus de dissociation. On ne sait pas ce qui leur arrivera plus tard, s'ils développeront de nouvelles personnalités en réponse à de nouveaux traumatismes. D'un côté, c'est fort probable, puisqu'ils ont déjà eu cette tendance. D'un autre côté, ils ont subi une thérapie intensive, et ils sont plus forts. Par conséquent, ils devraient y être moins enclins. Le taux de succès dans l'intégration d'une personnalité multiple est assez élevé. Mais comme en témoigne Chris Sizemore, le chemin qui y mène est parfois très long. Ça a été une année de dur labeur pour parvenir à intégrer toutes ces personnalités. Mais je le referai sans hésiter car j'ai une vie merveilleuse. J'ai un sentiment de paix intérieure comme peu de gens en connaîtront jamais. Le cas controversé de Sybil, un cas impressionnant. Le grand public a découvert le dédoublement de la personnalité avec la sortie du film Les trois visages d'Ève. Mais c'est la publication de Sybil, en 1973, qui a permis d'établir le lien entre la maladie et les traumatismes et abus à répétition vécus par un enfant. Sybil est le pseudonyme d'une étudiante en art de l'université Columbia de New York. L'auteur du livre, Flora Rita Schreiber, relate l'histoire d'une jeune femme qui a tellement subi d'abus dans son enfance qu'elle a développé 16 personnalités distinctes. D'après le livre, Sybil a survécu à une terrifiante vie, marquée par de soudaines pertes de mémoire inexplicables. En 1976, le livre est adapté en une mini-série pour la télévision, mettant en vedette Sally Field. La série contribue grandement à faire connaître cette maladie qui, jusqu'à présent, est rarement diagnostiquée. « 25 ans plus tard, au printemps 1998, ce cas est ramené sous les projecteurs. Peter Swales, un historien en psychanalyse, et son collègue, Mikkel Borch-Jacobsen, un professeur de littérature de l'Université de Washington, découvrent l'identité de la véritable femme derrière le célèbre livre et la mini-série. Il s'agit d'une artiste du nom de Shirley Ardell Mason. Shirley Mason n'est pas la Sybil du livre. En fait, elle est un être beaucoup plus intéressant, plus complexe et plus profond que la Sybil qui nous a été présentée. À la suite de cette révélation, certaines œuvres de Mason ont été présentées dans une galerie de New York. Selon Swales, ce talent non exploité est la preuve qui confirme ses recherches et l'amène à conclure que le roman Sybil est une œuvre de pure fiction. Il croit que Shirley Mason n'a jamais vraiment été dissociée et que ses 16 personnalités sont en fait dues aux encouragements de sa thérapeute, le docteur Cornelia Wilbur. Il est absolument évident que Shirley n'était un cas de personnalité multiple que dans le cadre d'une psychanalyse. Aucune des fréquentations de Shirley ne savait qu'elle souffrait de dédoublement de la personnalité. Elle correspondait avec beaucoup de gens et était très prolifique pendant les 11 années qu'a duré sa thérapie. Chacune des lettres est cohérente, lucide, et devinez quoi? Elles sont toutes signées Shirley. Mais bien avant que la véritable identité de Sybil ne soit révélée, il existe des doutes quant au fait qu'elle souffre de personnalités multiples. Le psychiatre Herbert Spiegel a traité Sybil lorsque sa thérapeute habituelle, Cornelia Wilbur, était en vacances. En 1997, il dit au New York Review of Books qu'elle n'est pas atteinte de dédoublement de la personnalité. C'est simplement une hystérique extrêmement sensible à l'hypnose et aux suggestions. Selon le docteur Spiegel, Sybil a adopté les personnalités suggérées par Wilbur au cours de la thérapie. Elle m'a demandé,
est-ce que je devrais être Ellen? Je lui ai demandé pourquoi elle me posait une telle question, et elle m'a répondu que pendant ses séances avec le Dr. Wilbur, elle lui demandait d'être Ellen. Elle avait différents noms pour cela. Je lui ai dit qu'elle pouvait l'être si elle en avait envie, mais que ce n'était pas nécessaire. Et elle m'a répondu que si elle n'était pas obligée d'être Ellen, si ça ne posait pas de problème, alors elle ne le serait pas. Spiegel dit avoir été approché pour être co-auteur du livre Sibyl avec la thérapeute de Mason, Cornelia Wilbur, et la journaliste Flora Rita Schreiber. Lorsqu'il apprend qu'elle compte la décrire comme un cas de personnalité multiple, il décline l'invitation. Je leur ai dit qu'elle n'était pas un cas de dédoublement de la personnalité. Schreiber a répliqué que si on ne l'appelait pas un cas de personnalité multiple, le livre ne se vendrait pas. C'est ce que l'éditeur voulait. J'ai dit que c'était un drôle d'argument pour rendre un diagnostic. Il est possible qu'à l'origine, Mason n'était pas un cas de personnalité multiple. Mais, à travers ses interactions avec sa thérapeute, le Dr. Wilbur, elle en a développé les caractéristiques cliniques. Les chercheurs croient qu'au cours du processus de psychanalyse, il arrive qu'une sorte d'illusion réciproque se forme entre médecin et patient. Puisque Shirley Mason, le Dr. Wilbur et Schreiber sont toutes mortes aujourd'hui, nous ne pourrons connaître la vérité que lorsque les dossiers du Dr. Wilbur seront rendus publics en 2005. Il ne fait aucun doute que Mason souffrait de sérieux problèmes émotifs. Mais à quel point son histoire est-elle vraie? Ce dédoublement de la personnalité a-t-il véritablement été créé lors de sa thérapie? Elle pourrait avoir été quelqu'un qui ne souffrait pas de dédoublement de la personnalité, mais qui jouait le jeu pour plaire au Dr. Wilbur. Elle pourrait également avoir été quelqu'un qui en souffrait, mais qui prétendait le contraire pour plaire au Dr. Spiegel. Malheureusement, aucune preuve ne peut nous permettre d'émettre une opinion. Le Dr. Ross croit que les tentatives pour établir si le dédoublement de la personnalité est réel ou non ne sont d'aucune utilité aux patients. Ce qui compte, ce n'est pas tant de déterminer s'il s'agit vraiment de personnalités multiples ou non. De toute façon, les autres personnalités ne sont pas réelles. Il ne faut pas oublier que le dédoublement n'est jamais réel. C'est une invention de l'esprit pour se protéger. Le but de la thérapie est de déterminer à quoi elles servent et comment aider cette personne à vivre une vie plus saine, plus fonctionnelle. En 1980, le dédoublement de la personnalité apparaît pour la première fois dans le manuel de diagnostic de l'American Psychiatric Association à titre de maladie réelle et légitime. Mais combien de personnes en souffrent? Les experts disent que depuis la publication de Sibyl en 1973, près de 40 000 cas ont été diagnostiqués. Presque tous se retrouvent en Amérique du Nord. Shirley Mason et Chris Sizemore ont finalement réussi à vaincre les démons qui les hantaient et ont pu mener une vie productive. Dans le cas de Gary et de Valérie, ils semblent également être sur la voie de la guérison. Ils ont tous vécu des traumatismes à un très jeune âge. Mais le mystère demeure entier. Pourquoi certains enfants exposés à des traumatismes développent-ils cette maladie quand d'autres ne le font pas? On l'ignore. Des millions d'enfants au cours des années ont été traumatisés d'une manière quelconque, lors d'un événement unique ou sur une longue période de manière répétitive. Mais ils ne développent pas tous un dédoublement de la personnalité. La plupart ne le font pas. Pourquoi est-ce que quelques-uns le font? Malheureusement, on ne le sait pas.